Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à la table ronde « Comment accompagner son enfant dans son orientation post-bac ». Pour cela, je suis accompagnée de 4 invités. Anne-Valérie, directrice du Centre d'information et d'orientation. Tiare, mère de 5 enfants, dont 2 en classe de terminale. Christine, professeure en classe de terminale au lycée Diadème. Et Maïté, proviseure adjointe au lycée Diadème. On se retrouve après le jingle. Dans un premier temps, on va aborder l'accompagnement à l'orientation. Anne-Valérie, peux-tu nous dire quelles sont les études possibles après une classe de terminale ? Oui, donc d'une manière très générale, donc il y a beaucoup de filières possibles. C'est ce qui rend à la fois le système riche mais aussi complexe. Donc pour essayer de simplifier au maximum, donc il y a des études post-bac qu'on peut faire à l'université, en lycée et dans les écoles. Donc à l'université, les élèves peuvent choisir par exemple une licence en 3 ans, un BUT en 3 ans. Des études de santé. En lycée, il y a le choix entre les classes préparatoires donc, aux grandes écoles, qui sont donc un cursus de 2 ans et qui permettent de préparer ensuite des concours pour entrer dans les écoles. Ils peuvent aussi faire un BTS en 2 ans, un DCG pour des études donc, d'expertise comptable. Et puis après, donc, il y a aussi une possibilité d'accéder directement dans les grandes écoles, les écoles de commerce, les écoles d'ingénieurs par exemple, et les écoles spécialisées dans le social, le paramédical, les études d'art, les études d'architecture. Voilà, ça c'est pour le schéma de l'enseignement supérieur. Puis certains ont aussi la possibilité de faire des études à l'étranger, avec d'autres démarches. Et pour certains aussi donc demander une année de césure pour après reprendre des études. Donc tu viens de nous préciser tout le panel possible en termes de formation post-bac et tu nous parles aussi d'études donc en métropole, à l'étranger. Donc il y a un dispositif Cap sur l'Hexagone. Tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, donc effectivement pour faciliter et accompagner la mobilité des élèves, donc il y a une plateforme qui a été mise en place l'année dernière donc, par le DOI et en partenariat avec l'université Cap sur l'Hexagone qui permet en fait de suivre différentes étapes dans l'accompagnement aux bourses, donc les aides financières, tout ce qui est aussi le transport, le logement et également l'accompagnement aussi au stress puisque partir, que ce soit en métropole ou à l'étranger, peut générer aussi du stress. Donc c'est une plateforme qui va être reconduite cette année, réactualisée et qui a été mise en place un petit peu sous forme d'escape game en fait pour rendre l'accès un peu plus ludique. Je te remercie. Maïté, dans un établissement scolaire, comment on peut aider justement les parents et les élèves qui ont des difficultés à faire des choix ? Alors, peut-être d'abord rappeler que l'orientation est une étape primordiale pour un lycéen. Dès son entrée en seconde, un important travail est fait en partenariat avec les enseignants, les psychologues de l'éducation nationale en charge de l'orientation, les professeurs principaux, les équipes de direction. Donc, voilà, de nombreuses personnes se préoccupent de cette étape importante dès la seconde. Elle est poursuivie en première et en terminale, bien sûr, pour faire en sorte que les élèves soient le mieux éclairés possible et fassent des choix qui correspondent à leur niveau d'ambition, mais aussi à leurs possibilités financières. Madame Farah a parlé de la difficulté que peuvent rencontrer les jeunes face à la mobilité.
Et beaucoup de choses sont mises en place. Alors, comment on s'organise, comment on peut aider les parents face à cette étape importante? Les établissements proposent voilà, des sessions de formation, forment les professeurs principaux à cet accompagnement, reçoivent les familles, les éclairent sur les différentes possibilités. Et comment... Alors, plus concrètement, peut-être, les difficultés que peuvent rencontrer les élèves sont de plusieurs ordres, les élèves et les familles, d'ordre affectif déjà, parce que c'est un moment qui peut être angoissant. Certains élèves peuvent perdre leurs moyens, parce que voilà, c'est un moment qui, pour eux, va décider de leur avenir. Il y en a qui nous disent régulièrement « Madame, je suis au bout de ma vie ». Et c'est... voilà, c'est... Ils en font, pour beaucoup, quelque chose d'angoissant. Et donc, les parents peuvent les rassurer déjà, les écouter, ça c'est important, mais aussi positiver. Parce que, voilà, ils ont besoin vraiment qu'on les accompagne pour que cette étape se fasse le plus sereinement possible. Voilà, donc j'ai envie de dire, deuxième peut-être difficulté, c'est se projeter à Bac+3, puisque la première année, souvent... Les élèves savent plus ou moins si ça va être plutôt un BTS ou plutôt l'université, mais pour faire quoi? C'est aussi ça. Quand ils ferment les yeux, dans quoi ils se voient? Est-ce que c'est plutôt dans un bureau? Donc un travail sur soi, sur comment mieux se connaître et donc voilà. Mieux choisir. Merci, Maïté. Et justement, on va voir avec Christine comment tu accompagnes tes élèves au cœur de la classe ou peut-être même à des moments privilégiés. Alors, en tant que professeur principal, on se retrouve souvent amené à discuter avec les élèves de cette orientation, à la préparer. On n'attend pas la classe de terminale. Nos collègues commencent déjà dès la seconde, avec tous les partenaires autour du lycée, donc les psys de l'éducation nationale, le centre d'information et d'orientation qui commence déjà ce travail de connaissance de soi, ce travail pour les élèves de commencer à chercher peut-être une filière, un domaine, quelque chose qui pourrait les intéresser. Et ensuite, effectivement, en terminale, le calendrier est plutôt contraint. On se retrouve avec... un moment dès janvier où on va rentrer dans la phase d'orientation pure avec l'ouverture du portail Parcoursup sur lequel les élèves vont devoir s'inscrire. Il va y avoir toute une phase un petit peu technique, administrative. Néanmoins, on est obligé en parallèle avec toute l'équipe pédagogique, parce qu'on ne peut pas faire ça tout seul, de commencer par écouter l'élève, sa famille. L'élève, parfois, a des ambitions qui ne sont pas celles de la famille ou des parents. Il peut y avoir des soucis, des blocages, soit familiaux, soit culturels, soit personnels. Donc, on commence d'abord par écouter, par repérer quels sont les soucis ou les problèmes d'information, de malinformation, de désinformation. On applique ensuite un espèce de récapitulatif de ce qui existe, du panel qui va être proposé à l'élève en fonction de sa formation. Et puis, on entre dans une phase de dialogue pour aider l'élève à formaliser, à préparer cette orientation, à se projeter dans l'avenir, à se projeter dans cette phase d'après et dans cette possibilité d'embrasser une filière ou des études plus ou moins longues, un domaine peut-être qui n'était pas prévu. Et avec l'équipe pédagogique, on aide les élèves à repérer
leurs facilités, leurs compétences, les domaines dans lesquels ils pourraient peut-être se révéler alors qu'eux-mêmes n'y avaient pas pensé. Merci Christine. Alors si je venais à résumer cette première partie, on voit qu'il y a un ensemble de formations de durée plus ou moins longue. Il faut faire un choix en fonction de ses motivations, de ses envies, de ses connaissances, ses compétences, et puis de la projection et du parcours qu'on envisage, soit ici en Polynésie française, soit en métropole, au Canada, en Australie. On a des élèves qui vont partout dans le monde, c'est une grande chance, mais il faut s'y préparer. On se retrouve après le jingle. On a donc vu quels étaient les parcours possibles post-bac, mais maintenant on va échanger avec Tiare, qui est donc mère de famille, et qui va nous donner un peu son point de vue par rapport à l'accompagnement de ses enfants dans le cadre de l'orientation post-bac. Alors Tiare, dis-nous un petit peu comment tu vis ce moment, qui n'est pas simple pour personne, on le sait, mais comment tu arrives à gérer ces différents échanges avec tes enfants? Alors, tout d'abord, Yorana. Pour commencer, j'ai 5 enfants. Et sur mes 5 enfants, j'ai 2 garçons qui sont en classe de terminale. Alors, avant toute chose, je me dis en tant que mère, avant de pouvoir informer mes enfants, je m'informe moi-même en allant voir par rapport aux filières qu'ils ont choisies, quels sont les débouchés. Et par ça, je dialogue avec mes garçons. Je leur demande éventuellement qu'est-ce qu'ils pensent faire plus tard. Est-ce que c'est parce que c'est une obligation, par obligation, ou parce qu'ils aiment ce qu'ils font? Donc voilà, j'essaie de voir à ce niveau-là. Et par rapport à ce qu'ils voudraient pour l'instant faire, je suis. Je ne suis pas là pour empêcher quoi que ce soit, pour dire non, je ne veux pas, je ne souhaite pas que tu fasses ça, parce que je ne veux pas que mon fils fasse ça, non. J'adhère à leur choix. Parce qu'après tout, c'est eux qui plus tard travailleront dans ce qu'ils auront choisi. Et donc j'accompagne du mieux que je peux, en me servant des sites qu'il y a sur Internet. Parce que eux, ils sont jeunes, ils vont au lycée, mais ils vont pas forcément s'intéresser à ce qui se passe après le bac. Du coup, je pense qu'en tant que mère, mon rôle, c'est de les informer un maximum grâce à ce que je peux trouver sur Internet, sur les différents sites, le centre le CIO. Enfin, il y a pas mal de choses qui sont mises. Et j'essaie de voir en fonction de leur parcours, de dire, tiens, par rapport à ta filière, il y a ça qui est proposé après. Est-ce que tu voudrais prendre ce chemin-là? Ou éventuellement, il y aurait ça aussi. Voilà. Par rapport aux possibilités qui sont offertes, qui sont dites, j'informe mes garçons par rapport à ça. Mais je dis que dialoguer, c'est important. Je suis mes enfants, je dialogue, je les informe, je les accompagne. Voilà. Merci Tiare, merci pour ces quelques mots justement qui montrent que le mot-clé, c'est le dialogue. Et puis toi, tu fais des démarches, tu regardes les possibles pour tes enfants. Alors justement, c'est un point qu'on va aborder avec Anne-Valérie. Anne-Valérie, comment peut-on aider les parents à accompagner leur enfant dans l'orientation post-bac? En tout cas, je rejoins ce que dit cette maman. C'est vrai que les mots-clés y sont, c'est l'accompagnement, l'intérêt qu'on porte donc à son enfant. Après, je rajouterais à ces mots-clés, effectivement, le mot confiance et le mot valorisation. Parce que c'est vrai que l'information, ils y ont accès, en fait. Comme tu le dis, il y a plusieurs sites, on met des ressources à leur disposition. Donc souvent, parfois, ils sont même surinformés. Mais malgré ça, ils vont quand même revenir plusieurs fois en disant, malgré cette information, je ne sais pas. Parce que la question « je ne sais pas quoi faire », elle est angoissante en fait. C'est
C'est vraiment une question qui génère de l'angoisse à la fois chez l'élève, chez les parents, chez les enseignants aussi qui les accompagnent. Donc c'est vrai que la première chose, c'est vraiment de rassurer. Moi, je dirais pas de panique, ne pas savoir ce qu'on veut faire quand on est en terminale, même au moment de Parcoursup, d'avoir une lisibilité sur son parcours. C'est pas dramatique en fait, parce que qui d'entre nous en terminale savait exactement quelle profession on allait faire. Donc je crois qu'il faut déjà prendre en compte cette angoisse et ne pas se laisser installer. Donc, et je parle de l'angoisse des élèves, mais je parle aussi de l'angoisse des parents, parce que c'est vrai que ce moment, pour les parents, c'est un moment clé. On a parlé de mobilité tout à l'heure. Se faire à l'idée que mon enfant va peut-être partir au Canada, va peut-être partir en métropole pour faire des choses qu'il aime, c'est vrai qu'il faut aussi le gérer en tant que parent, et surtout ne pas effectivement transférer en fait sur son enfant cette inquiétude. Donc c'est vrai que le CIO, l'équipe, tous les acteurs sont là aussi pour accompagner les parents dans cette étape-là. Puis après, valoriser aussi, parce que quelqu'un l'a dit tout à l'heure, c'est vrai ce qui manque souvent, c'est la connaissance de soi, c'est apprendre à se connaître. Et ça, c'est tous les acteurs en fait, que ce soit les parents, que ce soit l'équipe. Parce que souvent, ils sont surinformés, mais malgré ça, il manque une étape, c'est apprendre à se connaître. Et je pense que là, la famille a aussi un rôle important de valoriser son enfant dans toutes les expériences. Moi, je suis vraiment... j'adhère en fait à valoriser toutes les expériences des jeunes en fait, dès qu'ils font quelque chose, qu'ils réussissent ou qu'ils réussissent moins bien, mais de prendre le temps de se poser sur ces expériences, qu'elles soient scolaires, qu'elles soient sportives, associatives, culturelles, artistiques. Et c'est vrai à chaque fois de se dire, bon là tu as réussi, qu'est-ce que ça a développé chez toi, l'esprit d'équipe, le sens créatif. Et c'est vrai que si tous les acteurs faisaient ça, c'est vrai que ça les aiderait à prendre conscience vraiment de leurs points de force, de leur talent, de ce qui les anime, pour pouvoir après utiliser leurs points forts dans une projection dans l'avenir. Je pense que ça c'est un levier, et je pense qu'il faut prendre du temps à tous les niveaux pour travailler la connaissance de soi, parce que c'est souvent, à la fois même dans les projets motivés dans Parcoursup ou dans un entretien de motivation, souvent c'est pas l'information qui les met en difficulté, mais c'est au moment où je dois parler de moi et je dois dire pourquoi je suis... Donc je pense que ça c'est une étape importante, et là la famille connaît bien les réussites en fait des enfants, et de penser à les valoriser, à dialoguer autour de tout ce qu'il réussit bien ou ce qu'il réussit moins bien, parce que, je veux dire, ça apprend aussi de soi. Donc, voilà, donc faire confiance, se faire confiance, valoriser, dialoguer. Comme on l'a dit tout à l'heure, effectivement, éviter de projeter. Les parents, c'est vrai qu'ils ont peut-être eu aussi envie de réaliser certains projets qu'ils n'ont pas pu. Et là, c'est vrai que souvent, sans s'en rendre compte, ils auraient envie que leur enfant fasse ce qu'ils n'ont pas pu, eux, réaliser. Mais ça, c'est quelque chose de complètement inconscient. Donc c'est vrai, comme tu disais, se mettre à l'écoute, même si finalement, c'est pas ce que nous, on voyait ou ce qu'on aurait voulu qu'ils fassent. Voilà. Participer à l'information, tu l'as dit, c'est vrai que là, il y a des choses qui sont mises en place. Il y a, là, on est dans le cadre du forum post-bac, donc il y a le 26, 27, 28 janvier, il y aura justement un accès à l'information, et aussi pour les parents. Donc je pense que ça, c'est un moment clé aussi d'aller avec son enfant, de faire le tour et de découvrir l'information ensemble. C'est vrai que c'est très important aussi. Voilà, de s'informer avec eux. Merci Anne-Valérie. Alors Christine, dis-nous comment ça se passe lorsque malheureusement on a parfois des élèves qui au cours de l'année viennent vers toi et te disent « je pense que je me suis trompée de choix d'orientation ». Qu'est-ce qu'on peut faire ?
Alors, pour ce qui concerne Parcoursup, donc on a des étapes et évidemment, il y a des périodes pendant lesquelles les élèves font des choix. Ils valident ensuite ces choix, ils les conservent ou pas, donc ils en font plusieurs. On pousse évidemment nos élèves à faire plusieurs choix pour éviter de se retrouver dans cette situation, mais ça arrive évidemment, hein. Il y a des élèves pour qui la vie, ce qui se passe à l'extérieur de l'établissement ou la fin de leur scolarité se passe dans des conditions qui diffèrent, hein, au fil des semaines et des mois. Donc il peut y avoir des projections d'orientation qui ne leur semblent plus appropriées à ce qu'ils avaient imaginé. Donc à la phase terminale de Parcoursup, s'ils ont une réponse qui ne leur convient pas, ils peuvent la refuser. Et puis il y a une phase complémentaire après les examens qui permet de refaire des vœux et donc là d'émettre des vœux qui soient plus en adéquation avec une nouvelle intention d'orientation. Et puis le centre d'information et d'orientation est là pour aider et les élèves et les familles à trouver quelque chose. Parfois il faut passer par une expérience, donc ça peut être aussi d'accepter un choix, une mention complémentaire ou quelque chose en attendant d'eux de pouvoir refaire un vœu l'année d'après. Mais on accompagne les élèves jusqu'au bout et jusqu'à ce qu'ils aient un choix d'orientation et certains jusqu'à la rentrée scolaire suivante, ce qui a été le cas encore cette année pour des élèves qui avaient mal identifié ou qui n'avaient pas pris la mesure aussi de toute cette procédure pour les emmener à l'orientation qu'ils souhaitent. Je te remercie, Christine. Alors, si on venait à résumer cette partie, on a essentiellement situé les échanges, l'écoute, aussi l'autonomie, la recherche d'informations et le fait qu'à un moment, on puisse aussi avoir des élèves qui se disent « Non, je me suis trompée, mais rien n'est perdu. Il y a toujours des possibilités, d'autant plus on a un choix très large de formation et qu'il existe une phase complémentaire donc, qui débute mi-juin jusqu'à mi-juillet. Donc, pas d'inquiétude, il y a toujours des réponses adaptées en fonction des besoins. On se retrouve après ce court jingle. Alors, on va aborder maintenant quelques conseils pour aborder cette année de manière très zen et bien vivre ce Parcoursup. Anne-Valérie, quelles seraient les erreurs à éviter ? Les erreurs à éviter, ça serait déjà par rapport à ce qu'on a abordé précédemment, ça serait de penser que on peut se tromper dans son orientation. Moi, je pense que justement, chaque expérience, en fait, même si c'est pas forcément la bonne tout de suite, chaque expérience va apporter des acquis. Et donc ça, c'est important déjà de partir en se disant, quelque part, on ne peut pas se tromper. Rien n'est linéaire, tout va se construire au fur et à mesure. Cette expérience-là va amener vers une autre. Et donc ça, c'est important d'engager un projet sans se dire que finalement on peut se tromper. Ça, c'est la première chose. Et puis de se dire voilà, que éviter de se laisser trop influencer. Hein, ça peut être aussi, on est dans un phénomène de masse, de groupe, et justement parce qu'on a peur, bah tiens, je vais faire pareil que toi, comme ça au moins. C'est vrai que ça, ça peut être une tendance des jeunes, et donc de prendre le temps vraiment de réfléchir, de se laisser accompagner sans se laisser influencer. Après, donc... qu'est-ce que je peux donner comme erreur à éviter? Donc, ne pas rester dans l'isolement, hein, donc ne pas rester dans ses inquiétudes, aller chercher de l'aide, aller chercher le dialogue, communiquer, pouvoir utiliser toutes les ressources en fait qui sont autour de soi. Et voilà. Merci Anne-Valérie.
Alors Maïté, on va aborder un autre point. On a parfois des élèves qui malheureusement n'obtiennent pas une admission après la première phase. Qu'est-ce qui peut être fait et comment? Alors, comme l'a expliqué Anne-Valérie, après la phase principale, il y a heureusement la deuxième phase au mois de juin sur les places vacantes, et puis ensuite même jusqu'au mois d'août, toujours sur les dernières places vacantes. Cette période, elle est à nouveau, les élèves sont à nouveau accompagnés bien sûr, conseillés, et ils se rendent aussi compte de la difficulté de l'intérêt de faire plusieurs choix. Vraiment, Madame Ricoul l'a mentionné, ne pas se limiter dans les choix. Plus on en fait, il vaut mieux en faire plus que pas assez, pour justement avoir un panel important et pouvoir dire oui ou non, ou peut-être se laisser un délai de réflexion pour pouvoir ensuite confirmer. Et puis, il y a aussi cette phase de... beaucoup d'entre eux vont renoncer, ce qui va libérer des places, et ensuite ils vont remonter dans les classements. Alors, c'est tout un... souvent avec des délais restreints, hein, ils sont sur leur téléphone, et nous aussi, tu n'as pas validé, fais attention. C'est une étape voilà, où tout le monde s'affaire sur la plateforme, et pour faire en sorte justement que tous ces jeunes aient une affectation, et en tout cas la plus proche de leurs ambitions. Donc, des places vacantes au mois de juin, à nouveau tout un dispositif d'accompagnement par les collègues, les différents partenaires les PsyEN, les PP, et ensuite au mois d'août aussi. Donc je pense que très, très peu de jeunes finalement se retrouvent sans affectation. Enfin, voilà, vous en savez plus que moi sur le sujet. Voilà. Merci Maïté. Alors Christine, tu pourrais nous donner 2-3 conseils pour justement bien vivre toutes les étapes de Parcoursup? Alors, pour bien vivre toutes ces étapes, la première chose à faire, c'est évidemment de s'informer. Et pour s'informer, on a vu les partenaires, on est nombreux à leur donner un certain nombre d'informations. Il faudrait donner comme conseil aux parents et aux élèves de poser des questions, de ne pas hésiter à poser des questions, même plusieurs fois, même si des fois on a l'impression que c'est redondant, mais de toujours poser des questions parce que dans une formation, ils n'ont pas toujours bien la visualisation de ce que ça peut donner dans le monde du travail et dans ce qui sera évidemment la conséquence de leur choix d'orientation. Donc d'abord s'informer en posant des questions. Ensuite, le deuxième conseil, c'est d'oser. De ne pas se limiter, de ne pas se dire « ça, c'est pas pour moi, ma famille ne me voit pas dans cette filière » ou « l'université, c'est trop compliqué ». Il faut oser. Sur Parcoursup, on peut faire des vœux dans plusieurs domaines, dans plusieurs types de formations. On a encore le temps de maturer sa réflexion d'orientation et de décider si oui ou non on veut répondre. Si la réponse est positive, on a encore la possibilité de la décliner ou d'y réfléchir encore. Donc, il faut oser, essayer peut-être des choix de formation ou d'orientation qui n'étaient peut-être pas identifiés au départ. Et enfin, faire confiance à tous les partenaires qui sont là, les professeurs principaux, l'équipe pédagogique, la direction, les conseillères d'information et d'orientation, le dialogue aussi avec les parents, qui peut permettre aux élèves de choisir en confiance. On n'est pas là pour leur imposer des choix, on est là pour éclairer leur chemin et leur donner, nous, les outils qu'on a en tant que professionnels pour les aider à choisir une orientation dans laquelle ils auront sans doute une révélation et en tout cas pourront passer une vie d'actifs la plus agréable possible, on leur souhaite. Merci Christine. Alors, Tiare, tu vas certainement nous donner 2-3 conseils
en tout cas pour aider les parents à accompagner leur enfant dans ces choix qui ne sont pas toujours aisés, on l'a bien compris. Voilà, alors qu'est-ce que tu pourrais leur dire à ces parents qui nous regardent? Tout d'abord, s'intéresser à ce que nos enfants font durant leur cursus scolaire, pour après. Ensuite, qu'ils aient confiance en eux, parce que c'est pas toujours évident pour un jeune de se retrouver dans un endroit et puis d'être là, on a l'impression qu'il est seul au monde, non? De suivre ses enfants, d'informer un maximum, pas un minimum, mais moi je dis un maximum, et de leur faire comprendre qu'il y a des professionnels autour d'eux pour les aider, les professeurs, même les proviseurs, les adjoints proviseurs, le CIO. En fait, chacun a un rôle. Et après tout, c'est pour qu'ils construisent leur avenir plus tard. Mais surtout qu'ils soient épanouis, qu'ils s'épanouissent dans ce qu'ils font. Et qu'ils sentent que nous, on suit, malgré tout. Et s'ils doivent chuter, ils chuteront. Parce qu'on peut se tromper dans nos choix. Ils peuvent se tromper dans leur propre choix. Leur faire comprendre ça. Mais que ça ne va pas les pénaliser pour autant. D'une expérience à une autre, voilà. Mais je pense que c'est important d'être derrière eux. Ne pas les laisser se livrer à eux-mêmes, quoi. Il faut les suivre. Qu'ils aient 5 ans ou 18 ans, il faut qu'on soit là. En fait, on est le plus grand soutien, nous les parents. Et il faut qu'ils sentent que on est là. On suit. On accompagne. Et on s'intéresse à ce qu'ils font. Sans pour autant les forcer à faire ce qu'ils ne veulent pas faire. Hein. Ça. Accepter leur choix, malgré tout. En disant, oh ben non, je ne te voyais pas dedans, je préfère te voir. Non, surtout pas ça, parce que je pense qu'après, ils vont être écœurés. Et là, ça va être un peu compliqué. Donc voilà. Voilà ce que je pourrais dire aux parents. Je ne dis pas qu'il faut avoir les moyens, mais même sans avoir les moyens, on a ce qu'il faut autour de nous. Donc, il faut en profiter grâce aux professionnels. Et ils sont là pour ça, pour nous aider. Donc, il ne faut pas qu'on ait peur d'aller voir le proviseur, le centre d'information, d'orientation, d'aller voir les professeurs, de communiquer avec. Parce qu'après tout, c'est pour eux qu'on fait ça, c'est pas pour nous. Afin qu'ils aient un avenir certain et les rendre surtout autonomes financièrement parlant, psychologiquement parlant, enfin pour tout. Parce qu'après, ils vont construire leur avenir. Merci Thierry. Alors, je n'ai même plus à résumer parce que Thierry a tout dit. Maruru, mesdames, un grand merci. Bonne continuation.